parole au professeur Bruno Millet, donc professeur de psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, également qui travaille dans l'équipe de recherche du Centre de psychiatrie et neurosciences avec le docteur Talget et le professeur Krebs, et qui donc va nous parler aujourd'hui du stress post-traumatique après les attentats, le blocage de la reconsolidation après les souvenirs. Bon, merci. Cette session sur les peurs, elle est très intéressante parce que c'est vrai que c'est un aspect qui nous interroge beaucoup sur les causes des phobies, les causes de nos peurs. Et effectivement, comme l'a rappelé Thérèse en introduction, nous sommes tous confrontés à des peurs. Nous sommes confrontés, la peur est un phénomène physiologique, c'est presque un phénomène de protection. Je dois dire que moi, pour ce qui me concerne, j'ai pendant longtemps, et je travaille toujours sur d'autres types de troubles anxieux, que sont les troubles obsessionnels compulsifs. Mais la recherche dont je vais vous parler, c'est plus une recherche citoyenne qui a fait l'objet de qui fait l'objet de beaucoup de sollicitations pour des raisons évidemment liées à l'actualité. C'est-à-dire que c'est une recherche qui est liée au stress post-traumatique présenté par les personnes ayant été confrontés aux attentats de novembre 2015 et puis de 2016. Donc vous le savez, nous sommes confrontés... alors juste peut-être pour dire que avant cela, vous le savez que nous sommes confrontés à un changement de paradigme un petit peu, puisque... janvier 2015, puis novembre 2015, des attentats horribles ont été commis en France avec de nombreuses victimes. Et cela a évidemment suscité un émoi national très important, également un émoi international. Et beaucoup de personnes ont souhaité soutenir la France pour ces événements. Donc il y a eu un certain nombre de dons, il y a eu une mobilisation sans précédent des hôpitaux de Paris, et notamment les soignants se sont beaucoup impliqués dans la prise en charge des patients traumatisés. Et je dois dire que lorsque, le 13 novembre, lorsque j'ai appris ce qui s'était passé, évidemment, je me suis rendu le lendemain matin tout de suite sur les lieux, et là, j'ai mesuré la détresse des gens qui venaient pour demander des informations sur leurs proches. Et puis, quelques jours après, nous avons été confrontés aux soignants qui disaient qu'ils n'avaient jamais rencontré de telles blessures, des blessures de guerre, et que donc, pour beaucoup, ils étaient vraiment désemparés par rapport à la prise en charge de ces patients-là. Alors, on a commencé à mettre en place à l'hôpital Pitié-Salpêtrière une prise en charge des soignants en leur proposant une sorte de cellule et puis des groupes pour qu'ils puissent exposer ce à quoi ils avaient été confrontés et ce à quoi ils n'étaient pas habitués. Et puis cette prise en charge de terrain, si j'ose dire, a coïncidé avec une démarche d'un collègue canadien qui, lui, a développé la technique de blocage de la reconsolidation mnésique chez les patients souffrant d'états de stress post-traumatique. Le professeur Alain Brunet a pris contact dans un premier temps avec la direction du CNRS en France, puis avec la direction de l'assistance publique Hôpitaux de Paris avec Martin Hirsch, et nous avons eu une réunion
avec l'idée, de la même façon, de la part de Martin Hirsch, de la même façon qu'il l'avait mobilisé, enfin que de la même façon qu'il y a eu une mobilisation des médecins et des soignants de réanimation, de chirurgie, il souhaitait aussi qu'il y ait une implication de la psychiatrie, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, pour aider les gens présentant des états de stress post-traumatique ou des troubles de l'adaptation liés aux conséquences des attentats. Et donc à partir de là, nous nous sommes rencontrés avec le professeur Brunet et nous avons essayé de construire ce projet d'essai thérapeutique visant à évaluer la technique du blocage de la reconsolidation mnésique. Je vais en dire 2 mots, et avec l'idée de comparer cette approche thérapeutique qui est un peu innovante, et vous allez voir pourquoi elle est innovante, parce qu'elle conjugue un traitement médicamenteux, le propranolol, qui est toujours un antihypertenseur, et une situation de mise en exposition par rapport à ce que les personnes ont vécu, avec l'idée que peut-être le propranolol pourrait avoir une action atténuatrice sur la charge émotionnelle du souvenir que les gens vont garder en mémoire et qu'ils ne cessent de ressasser. Voilà. Alors, c'est évidemment difficile d'être confronté à ces états de stress post-traumatique. Mais il faut savoir qu'en France, là, nous vivons une période difficile parce que nous sommes confrontés au terrorisme et à ces attaques-là. Mais il faut savoir que d'autres pays ont été beaucoup touchés par les grandes catastrophes, soit humaines, soit naturelles également. Et alors ça m'a beaucoup marqué parce que souvent, quand on se retrouve dans le soin aigu et lorsque l'on se retrouve devant une détresse personnelle, on ne sait pas toujours comment intervenir. Et c'est aussi le cas dans des situations de catastrophe, notamment pour le tsunami. Et là, c'est une phrase que j'ai retirée d'un ouvrage, Radio Imagination, qui est un ouvrage rédigé par un auteur japonais, et qui résume assez bien la façon qu'il a eu le personnage du roman explique comment il s'engage dans la prise en charge des stress aigus, des traumatismes, et il ne sait pas comment faire pour aider. Et il résume les choses de la façon suivante: de toute façon, je ne suis pas parfait, alors j'ai cessé de me préoccuper de savoir comment les autres me voyaient, je m'efforce juste d'être utile aux autres, j'ai pris le pli d'agir en acceptant ce genre de sentiments. Et on est effectivement confronté à cela quand on voit des gens qui essayent d'aider des patients qui souffrent d'états de stress aigu, qui ont été confrontés à des meurtres, voire des gens à côté qui sont décédés. Et on voit bien l'émotion que cela peut représenter. Et dans le cadre de la prise en charge aiguë, il faut écouter, il faut essayer d'écouter la personne, d'exprimer ce qu'elle a à dire, il faut aussi respecter son silence. Et donc il y a toute une interrogation autour de la prise en charge du stress aigu, comment on doit aider les gens sans les brusquer. Et puis surtout avec l'idée quand même de prévenir l'état de stress post-traumatique. Alors l'état de stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une symptomatologie qui répond à trois grandes dimensions. La première dimension, c'est évidemment la reviviscence émotionnelle de l'événement traumatique, avec la personne et qui revoit sans arrêt cet événement traumatisant. La plupart du temps, cette reviviscence s'associe aussi à des troubles du sommeil et à des cauchemars et une interruption du sommeil à cause justement de la restitution mnésique de cet événement traumatisant. Et puis surtout, les conséquences qui sont très importantes en termes de coûts pour la société, c'est les conduites d'évitement. Les gens ne veulent plus se confronter à nouveau à leur quotidien, et souvent ils évitent les situations, ils changent de vie, ils interrompent leur métier,
et donc ça peut avoir un retentissement extrêmement important. Alors, l'objectif de l'étude Paris même, qui est en cours là actuellement, c'est offrir une prise en charge à au moins 400 personnes souffrant de syndrome post-traumatique. Et nous en avons parlé. Donc je vais vous parler du blocage de la reconsolidation mnésique, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des techniques quand même qui marchent assez bien. Et les techniques qui sont utilisées, la plupart du temps, vous avez cité le MDR, qui est donc une technique qui consiste finalement à focaliser son attention sur un point, enfin on va mobiliser finalement les mouvements oculaires et on va permettre à la personne de se sensibiliser à l'état traumatique et à l'état qu'il a vécu, et on va progressivement désensibiliser la personne à ce traumatisme qu'elle a vécu. Donc en se servant d'un signal sensoriel, on va progressivement essayer d'évoquer l'événement traumatique. C'est un petit peu d'ailleurs la même chose que ce qui se passe en approche par thérapie comportementale, où là, on va essayer de déconditionner l'individu, on va donc lui faire se remémorer ce qu'il a vécu, sous la forme d'un script, sous la forme de ce qu'il va décrire qu'il a vécu, et puis progressivement, on va essayer d'atténuer la charge émotionnelle liée à cet événement traumatique. Donc on va essayer de décontextualiser ou de dissocier la charge émotionnelle de ce qu'il a vécu et de l'événement traumatique qu'il a vécu, ce qui n'est pas chose facile. Alors, le blocage de la reconsolidation mnésique, c'est une technique finalement qui s'associe un petit peu à ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette technique du blocage de la reconsolidation mnésique, elle s'appuie sur des données scientifiques qui sont qui reposent sur des bases physiologiques. Alors les bases physiologiques, la neurobiologie du traumatisme, on pourrait dire, mais c'est un peu la même chose que celle que pour les peurs et pour les phobies. Le traumatisme, ce qu'a vécu la personne, stimule la production d'hormones de stress et la noradrénaline. Celle-ci se consolide ce souvenir et il va y avoir une consolidation du souvenir traumatisant, donc à valence émotionnelle négative, et qui va s'alimenter et qui va se traduire sur le plan clinique par des boucles anxieuses avec ce que les spécialistes du traumatisme, du stress post-traumatique appellent les intrusions traumatiques, avec ce lien qu'a rappelé Thérèse, probable, entre le système hippocampique, la structure en charge du stockage de la mémoire, la structure amygdalienne qui est, on va dire, la structure en charge de l'expression, enfin du ressenti de nos émotions, et puis le cortex préfrontal qui essaye d'analyser tout ça. Le cortex préfrontal est là pour analyser pour dire si on est dans la réalité, si on est dans la fiction, pour analyser le contexte environnemental dans lequel les choses se passent. Et c'est ce jeu qui se joue entre cortex préfrontal et système amygdalo-hippocampique qui est probablement le système clé dans le phénomène de l'état de stress post-traumatique. Donc, la neurobiologie du traumatisme, si on devait la résumer, le souvenir est par la suite trop facilement réactivé par des indices rappelant le traumatisme, ce qui provoque les symptômes. Les réactivités constantes n'atténuent pas les symptômes car elles sont généralement trop courtes. Alors, juste avant de parler de comment se passe une séance de thérapie, dans le protocole que nous coordonnons avec Alain Brunet, juste peut-être pour expliquer comment se fait le blocage de la reconsolidation mnésique. Le principe est le suivant. La trace mnésique d'un souvenir est initialement instable. Si une interférence prévient sa consolidation dans la mémoire à long terme, le souvenir peut être dégradé, voire perdu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on se remémore un événement traumatisant,
on peut agir sur lui. C'est-à-dire qu'il y a le souvenir de l'événement traumatisant peut être modulé. On peut imaginer même qu'à chaque fois qu'il ressurgit, on peut l'exacerber par des techniques qui consisteraient finalement à exagérer la description de l'événement traumatisant, mais aussi on peut l'atténuer grâce notamment à des molécules qui pourraient peut-être atténuer la charge émotionnelle. Et c'est le cas du propranolol. Alors, avant le propranolol, il y a d'autres molécules qui ont montré qu'elles étaient capables de bloquer la reconsolidation mnésique, notamment sur des rats. On a montré que une molécule comme l'anisomycine était capable de pouvoir modifier la mémoire dans une tâche de labyrinthe, la mémoire et le souvenir d'un animal qui se rappelle finalement un trajet dans un test dit du labyrinthe, juste lorsqu'on associe le même test à un traitement médicamenteux, on peut lui faire perdre la mémoire du souvenir du chemin qu'il doit emprunter pour sortir du labyrinthe. Et donc, à partir de là, sur la base de cela, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir l'utiliser dans l'état de stress post-traumatique. On a utilisé le propranolol dans des conditions animales, puis chez les sujets sains pour savoir si ça pouvait bloquer certains souvenirs à charge émotionnelle. Et puis, Alain Brunet, qui travaille et qui est spécialiste de l'état de stress post-traumatique, a commencé à développer l'utilisation du propranolol dans les états de stress post-traumatique. Il l'a d'abord fait dans le cadre d'études menées en ouvert, puis il a comparé cette technique du blocage de la reconsolidation mnésique à des techniques de référence. Aussi, je n'en ai pas parlé, à des traitements antidépresseurs par inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et il a montré que cela avait une incidence importante. Donc, quel est le mécanisme neural putatif du propranolol? C'est un bêta-bloquant lipophilique qui traverse la barrière hémato-encéphalique, qui prévient la synthèse protéique requise pour reconsolider un souvenir émotionnel, notamment dans l'amygdale, et c'est donc par ce biais qu'il agirait. Alors maintenant, on revient sur Terre et le déroulement de l'essai thérapeutique se fait de la façon suivante. Comment se déroule une séance de reconsolidation? Eh bien, la personne donc va venir, a subi un traumatisme, est gênée par le traumatisme et par son état de stress post-traumatique, et donc on lui propose dans le schéma 6 séances de blocage de la reconsolidation mnésique. Le patient prend un bêta-bloquant 1 heure avant son rendez-vous, puis il va élaborer son script traumatique, celui qui le fait souffrir et auquel il repense sans arrêt. Il l'écrit sur une feuille et puis à haute voix, devant le psychologue, devant le médecin, il va répéter et exposer à haute voix le récit de son traumatisme pendant environ 10 minutes. Puis, il est revu toutes les semaines, et chaque semaine, il y a cette séance qui associe prescription médicamenteuse et reviviscence et réinscription dans l'événement traumatisant et réévocation, donc, sous cette forme. Et donc, bien l'idée, c'est d'atténuer et d'améliorer le patient. Je dois dire qu'on a des résultats qui sont assez spectaculaires pour certains patients qui ont été confrontés à des choses particulièrement douloureuses au Bataclan, qui étaient à la belle équipe notamment. On a un certain nombre de patients qui ont été dans les bars lorsque les assassinats ont eu lieu, et avec des résultats qui sont vraiment très spectaculaires, avec des patients très améliorés par cette technique de soins. Et donc du coup, ça nous permet quand même de penser très fortement que cette technique pourrait être une technique utile à la prise en charge des patients souffrant d'état de stress post-traumatique. Parallèlement, nous les comparons à un groupe contrôle.
je vous fais grâce du design qui est un peu compliqué parce que derrière, il y a une étude médico-économique, c'est-à-dire non seulement nous voudrions montrer que cette approche thérapeutique, elle est efficace, mais en plus, elle est coût utile, c'est-à-dire que ça va plus vite, et donc on a peut-être une technique de soins qui est aussi efficace que les techniques comportementales ou que le MDR, mais en plus pourrait être plus rapide et peut-être aussi, et peut-être moins cher. Voilà, donc il y a toute une étude de médico-économique qui se met en place. Alors vous le savez, c'est aussi une étude qui est très suivie parce que, comme vous le savez, il n'y a pas eu que Paris, il y a eu Nice, avec quand même, il y a une escalade encore dans l'horreur, si cela est encore possible, mais il y a eu aussi Rouen avec l'assassinat du prêtre, mais on pourrait aussi parler de l'assassinat des policiers, enfin bon, voilà. Et donc, on sait aussi que malheureusement notre pays risque d'être confronté à d'autres attentats de ce type. Donc il y a toute une mobilisation autour de cette étude. Quand je dis que c'est une étude citoyenne, parce qu'elle nous permet quand même aussi d'essayer de participer aux soins en aigu et puis d'essayer de prévenir la survenue d'états de stress post-traumatique. Bien sûr, il y a aussi des liens avec les militaires qui, eux, sont confrontés sur des terrains, car vous savez que l'armée française est impliquée de façon forte dans certains pays, notamment en Afrique, mais aussi, en tout cas, je ne sais plus s'il y a encore des forces armées en Afghanistan, mais c'était le cas il y a encore quelques temps. Voilà donc le projet de cette recherche. Aujourd'hui, nous sommes, là on a déjà un petit peu avancé au niveau des inclusions, nous en sommes à 100 patients. Voilà, et donc c'est une information que je vous fais, c'est une réunion plutôt de sensibilisation à la recherche, mais la recherche est aussi la recherche clinique, et donc voilà ce que nous faisons passer comme encart. Pour participer à l'étude, vous devez répondre aux critères suivants, ressentir des difficultés à reprendre votre vie normalement depuis les attentats. On a élargi le projet aux états de stress post-traumatique hors attentat, être âgé de 18 ans ou plus, être affilié à la sécurité sociale, être disponible évidemment. Voilà, et puis pour nous contacter, voilà le numéro qu'il faut appeler, le 01 42 16 15 35, je crois que c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Bruno pour cette belle étude, très ancrée dans la réalité, comme tu assistais. Est-ce qu'il y a des questions? Plein de questions. Bonjour. Bonjour et merci. Je voudrais savoir si cette étude peut s'appliquer à des traumatismes anciens de l'enfance qui sont revécus de façon continue par un patient. Merci de votre question. Oui, c'est-à-dire, mais ça va faire d'ailleurs l'objet c'est une interrogation supplémentaire que nous avons. Est-ce que plus l'épisode est ancien, et peut-être il est plus difficile à faire disparaître? Ça va de soi, spontanément, c'est ce que nous avons tendance à penser. Mais aujourd'hui, des personnes qui auraient été confrontées à un traumatisme ancien qui serait toujours vivant, c'est-à-dire et qui s'exprime toujours sous la forme de cauchemars, de reviviscence, et si la personne répond aux critères diagnostiques d'état de stress post-traumatique, cette personne peut faire partie de l'étude. Est-ce qu'il y aurait, s'il vous plaît, quelques effets secondaires négatifs à la prise de ce bêta-bloquant? Il y en a. C'est un antihypertenseur et il a la particularité d'être bradycardisant, c'est-à-dire de diminuer la fréquence cardiaque. Donc au niveau des critères, il y a un électrocardiogramme qui est fait avant. Et donc on fait effectivement attention à ce qu'il n'y ait pas de risque de ralentissement excessif de la fréquence cardiaque. L'asthme est aussi une contre-indication, l'asthme sévère.
et l'insuffisance cardiaque, donc il y a quand même un examen médical qui se fait avant. Les posologies qui sont utilisées sont des posologies un petit peu plus importantes que celles utilisées à visée antihypertensive. En principe, c'est quand même un traitement qui est bien connu, très ancien, et pour lequel on a véritablement un recul très important. Bonjour, je voudrais juste savoir depuis combien de temps existe cette façon de traiter les états de stress post-traumatique. Je présente peut-être un syndrome de déjà-vu, mais il me semble justement que c'était des études canadiennes qui présentaient cette façon de faire, une molécule chimique, alors je ne me rappelle pas si c'était le propanol ou autre chose, couplée à une exposition par un récit écrit, lu. Et il me semble que c'est une affaire de 6-8 ans, peut-être même plus, parce que le temps passe très vite. Vous avez tout à fait raison, mais vous savez, quand on travaille sur un projet et que sur une technique, quelquefois, il y a des chercheurs qui restent pendant 20 ans sur une recherche. Et c'est le cas de Alain Brunet qui arrive, si j'ose dire, ça fait 20 ans qu'il travaille déjà sur ces états de stress post-traumatique. Il n'est pas le seul, hein, il a travaillé également avec il y a des équipes américaines. Et puis il faut savoir qu'il y a une équipe française également qui a travaillé là-dessus chez l'animal et sur la question du blocage de la reconsolidation et la potentialité pour le propranolol d'avoir une action sur le blocage de la reconsolidation mnésique. Donc chaque fois que vous développez une technique thérapeutique, ça prend beaucoup de temps parce que d'abord vous devez la plupart du temps prouver que ça peut agir sur l'animal, qu'il n'y a pas d'effet trop indésirable lorsque vous utilisez une molécule. Après vous devez l'utiliser chez le sujet sain. Après vous devez l'utiliser dans des études en ouvert. Après vous devez l'utiliser sur des petits groupes de patients en comparant la technique à des traitements de référence ou à un traitement par placebo. Et après, vous devez essayer de rendre compte de l'intérêt et de l'utilité de la technique à grande échelle. C'est une des raisons qui conduit Alain Brunet, mais c'est aussi une démarche d'aide aussi, parce qu'il se sent très proche de la France, qui l'a conduit à faire cette démarche. Enfin, je ne peux pas parler à sa place, mais je crois que telle est sa démarche.